I think the one I enjoyed reading more than anything else. My husband, he does it really. He can do all the voices. Dès les premiers murmures, dans les couloirs de Buckingham Palace, j'ai senti planer une atmosphère inhabituelle, presque inquiétante. Cela commençait toujours ainsi, un regard qui s'attarde trop longtemps, une porte qui se referme un peu trop doucement, un aide de camp qui baisse soudain la voix à l'approche de quelqu'un. Mais cette fois, c'était différent. La tension ne s'est pas installée progressivement, elle a déferlé sur le palais comme une vague glaciale. J'étais là quand il est devenu évident que le roi Charles, sans cérémonie ni publicité, avait décidé d'accélérer la transition du pouvoir au prince William. J'ai eu l'impression d'assister à un bouleversement sismique imprévu, et pourtant chacun a semblé comprendre immédiatement que la monarchie était en train de se redéfinir. Ce qui m'a le plus frappé ce jour-là, ce n'était pas l'annonce officielle elle-même, mais les mouvements des personnes autour de moi. À force de fréquenter Buckingham Palace, on finit par se familiariser avec le langage corporel de la monarchie, la discipline discrète, la respiration maîtrisée, le regard fuyant lorsqu'une discussion délicate a lieu. Mais là, je voyais quelque chose que j'avais rarement observé auparavant, de l'anxiété. Pas ouvertement, car rien n'est jamais ouvertement au palais, mais dans les pas agités des conseillers, dans la rapidité croissante avec laquelle les portes s'ouvraient et se fermaient, dans la hâte avec laquelle les documents étaient déplacés, comme si l'histoire devait être réécrite du jour au lendemain. Lorsque la confirmation arriva enfin, ce ne fut ni en grande pompe, ni lors de la cérémonie d'État habituelle, mais par la remise discrète d'un document au conseil privé. Un bout de parchemin comme on l'appelait, mais j'avais l'impression d'être face à un sujet de discorde. J'étais littéralement dans le couloir lorsqu'on me le remit, et le visage du conseiller qui le reçut, impassible mais avec une légère émotion, en disait long. Charles, à 77 ans, avait décidé que son règne devait prendre fin plus tôt que prévu. Ce n'était pas une abdication au sens classique du terme, c'était un changement, un bouleversement au sein de la monarchie, et j'étais au cœur de ce réaménagement cosmique. L'atmosphère au sein du personnel changea instantanément. J'ai surpris des discussions à huis clos sur les précédents, les parallèles historiques et les règles constitutionnelles, mais c'est la tension émotionnelle sous-jacente que je ne pouvais ignorer. Pour les partisans de la continuité, c'était comme si l'on retirait un filet de sécurité, tandis que d'autres voyaient ce moment comme une libération, une nouvelle génération prenant enfin les rênes du royaume. Et au cœur de cette dynamique se trouvaient trois figures, William, Catherine et Camilla. Je me souviens encore très bien de l'image que j'ai eue de William ce jour-là lors d'une brève rencontre dans un couloir latéral. Il marchait à son rythme habituel, parlait comme à son habitude, mais on sentait le poids des siècles qui pesaient sur lui. Son regard était concentré, son dos plus droit que jamais, comme s'il s'était secrètement préparé ces dernières années à ce moment précis. Catherine se tenait près de lui d'une sérénité qui force toujours l'admiration. Une aura l'entourait qui me rappelait la façon dont on décrivait autrefois la stabilité royale dans les livres d'histoire calme, dignité et un rayonnement naturel. Tandis que William se préparait à accéder au pouvoir, elle semblait déjà incarner pleinement le rôle de future reine. Mais le seul nom murmuré, et parfois même tu, était celui de Camilla. Tandis que William et Catherine se réunissaient à huis clos avec leurs conseillers et leurs confidents, Camilla restait dans ses appartements privés. Je descendis alors le couloir voisin et ressentis littéralement le silence derrière cette porte plus lourde que n'importe quel son. Je savais que pour elle, cette passation de pouvoir représentait non seulement un changement constitutionnel, mais un véritable séisme personnel. Son titre, son rôle, sa place dans l'histoire, tout ce qu'elle avait bâti en si peu de temps comme reine était en jeu. Et je savais qu'elle le savait aussi. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la monarchie comptait donc alors deux monarques vivants, l'un s'effaçant, l'autre s'affirmant. Cette situation inédite offrait une image presque surréaliste, comme si passé et futur se rejoignaient dans un même palais. Et entre ces deux pôles se tenait Camilla, une reine à l'avenir incertain. En repensant à son couronnement en mai 2023, à peine 2 ans auparavant, ce sentiment de fragilité devenait presque palpable. Un titre si lourd à porter peut être en même temps si fragile. Le contraste entre l'atmosphère festive qui régnait dans l'aile de William et le silence qui entourait Camilla était saisissant. J'avais l'impression d'assister simultanément à 2 chapitres distincts d'une même histoire. Dans ce silence presque insoutenable, j'ai compris que le palais n'était pas simplement en train d'être redessiné mais réécrit. Et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un changement politique, mais d'une tragédie humaine, d'une rupture symbolique qui touchait profondément la vie personnelle de chacun dans ce bâtiment. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais à la rapidité avec laquelle le pouvoir bascule. Comment un simple document, une simple décision peuvent bouleverser le destin d'une reine, d'une famille et d'une nation. Je le ressentais non seulement comme une simple observatrice, mais presque viscéralement, comme si le palais lui-même respirait, soupirait et renaissait. Et je me demandais combien de fois dans l'histoire de tels bouleversements ont-ils commencé sans fanfare, sans discours public, mais par une simple feuille de papier chuchotée.
Et combien de fois des personnes comme Camilla ont-elles été les protagonistes inattendus, voire involontaires? Dès l'instant où j'ai pris conscience de l'ampleur du bouleversement qui s'opérait au palais, mes pensées se sont constamment tournées vers le passé de Camilla. Non pas que je le recherchais consciemment, mais parce qu'il remontait à la surface presque automatiquement, comme si le passé lui-même redevenait soudainement pertinent. Tout ce qu'elle avait enduré, les années d'hostilité, de ridicule et de condamnation morale, semblaient culminer en cet instant précis où son titre vacillait une fois de plus. Tandis que je parcourais les couloirs où son nom était à peine prononcé, je sentais l'histoire qu'elle avait si soigneusement tenté de réinventer ressurgir avec une force renouvelée. C'était comme si je voyais se rouvrir toutes les vieilles blessures jamais complètement cicatrisées. Je me souviens encore très bien des années durant lesquelles Camilla a dû faire face au regard constant du public. Son histoire l'a hantée sans cesse, même lorsqu'elle remplissait ses fonctions officielles avec un sourire professionnel. Je repensais à la fin des années 1990 et au début des années 2000, lorsque tous les gros titres la présentaient comme le maillon faible d'une tragédie que le pays n'avait pas encore assimilée. L'ombre de Diana pesait si lourdement sur la conscience collective que personne ne voulait voir en Camilla une figure indépendante. Je revois encore les gens dans la rue secouer la tête à l'évocation de son nom comme si elle était personnellement responsable du désarroi causé par la princesse du peuple. Je pressentais déjà à l'époque qu'aucun titre futur ne pourrait jamais égaler cela. Lorsque Charles l'épousa en 2005, la cour semblait retenir son souffle. La communication de l'époque était si prudente, si calculée qu'elle en devenait presque clinique. La décision de ne pas la présenter comme une future reine mais comme une princesse consort était une tentative délibérée d'apaiser l'opinion publique. Je comprenais la logique de ce choix, mais je savais aussi que cet accord ne rassurait personne pleinement, ni le public ni les médias, et peut-être même pas Camilla. C'était comme un compromis qui disait tout sans rien résoudre. Une promesse écrite dans le sable, et je réalise maintenant, tant de temps après, à quel point ce sable s'effacerait vite. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est la manière dont Camilla a progressivement reconstruit son image publique. Je l'ai vue s'épanouir dans son rôle, prendre ses responsabilités de plus en plus au sérieux et dégager une chaleur humaine authentique. Son engagement dans des causes comme l'alphabétisation, le soutien aux femmes et l'aide aux enfants n'était pas une façade. J'ai constaté son dévouement sincère. Pourtant, j'avais toujours l'impression que chaque progrès était jugé par le monde extérieur à l'aune d'un passé tenace. Les Britanniques pardonnent certes, mais pas facilement. Et Camilla, malgré sa bienveillance, restait pour beaucoup le symbole d'une époque dont personne n'était fier. Lorsque la reine Elisabeth est décédée en 2022 et a officiellement déclaré que Camilla devait être appelée reine consort, beaucoup ont perçu ce moment comme une confirmation, mais pas nécessairement comme une résolution. Lors du couronnement en 2023, son titre a été subtilement mais clairement modifié reine Camilla, sans ajout, sans fioritures diplomatiques pour l'adoucir. Elle était reine au sens plein du terme. Je me souviens d'être resté là à la voir sourire comme si des années de tension avaient enfin trouvé une paix intérieure. Mais au fond de moi, je savais que cette paix était fragile. Le soutien au sein du pays était divisé. Les sondages montraient qu'une part importante de la population continuait de croire que le titre de reine ne convenait qu'à Diana, une vérité émotionnelle qu'aucune loi ne pouvait changer. Je sentais cette tension latente sous chaque photo officielle, chaque apparition publique, chaque cérémonie. C'était comme si Camilla marchait constamment sur un fil tendu par le passé. Et lorsque l'annonce est tombée, que Charles cédait son pouvoir à William, j'ai immédiatement senti ce fil se rompre. Ce qui m'a le plus frappé durant ces jours-là, c'est la rapidité avec laquelle la perception a de nouveau basculé. Le titre qu'elle portait depuis 2 ans semblait soudain de nouveau sujet à débat. Non pas de son propre fait, mais simplement parce que la personne à qui il était rattaché n'allait plus régner. Pendant ces heures, j'ai senti que Camilla, malgré tous ses efforts, malgré sa persévérance, malgré son rôle de partenaire de longue date, luttait une fois de plus contre le même vent. Un vent qui ravivait son passé, remettait en question sa place et menaçait de compromettre son avenir. J'ai remarqué que les membres du personnel qui depuis des années l'appelaient « Sa Majesté », à juste titre, se sont mis soudainement à utiliser des formules de politesse plus neutres. Non par réticence, mais parce que la signification même de ce titre évoluait. Aux yeux de beaucoup, elle restait celle qui avait toujours lutté contre une opinion publique nostalgique d'une époque révolue. Et il semblait que cette opinion regagnait du terrain au moment même où le pouvoir était en pleine mutation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de réaliser que tous ces efforts, toutes ces années de travail, de sourire, d'endurance, de persévérance, n'étaient jamais totalement dissociés de l'esprit de Diana. J'avais l'impression d'assister à une histoire où les personnages principaux restaient les mêmes, mais où le scénario se réécrivait sans cesse au gré d'émotions profondes qu'aucune monarchie moderne ne peut effacer complètement. Et en écoutant les réactions à ce changement de pouvoir, j'ai compris que le combat de Camilla n'avait jamais été celui d'un titre. C'était le combat pour être reconnue pour elle-même et non comme l'ombre de quelqu'un d'autre. Et là, tout a basculé à nouveau. En parcourant le palais, je me suis demandé pourquoi certaines histoires sont immortelles.
Pourquoi les vieilles cicatrices restent-elles parfois plus marquantes que les nouveaux progrès? Et pourquoi un seul instant, un changement de pouvoir, semble-t-il pouvoir faire ressurgir 20 ans d'histoire en un clin d'œil? Dès l'instant où il est devenu évident que la transition du pouvoir aurait lieu officiellement, j'ai senti les fondements de la position de Camilla vaciller. Ce ne fut ni lent, ni progressif, mais presque brutal, comme si une main invisible claquait une porte où elle se trouvait encore. J'avais toujours su que son titre de reine ne reposait ni sur des droits héréditaires, ni sur une lignée ancestrale, mais sur son mariage avec Charles. Et c'est précisément pourquoi ce changement de pouvoir m'a paru si brutal. C'était comme si j'assistais de mes propres yeux à la dissolution soudaine d'une identité soigneusement construite et défendue. Et malgré tous mes efforts pour l'inscrire dans un cadre constitutionnel plus large, je continuais de penser qu'il s'agissait avant tout d'une histoire humaine, l'histoire de ce que signifie la disparition d'un titre dès que celui ou celle à qui il est rattaché abdique. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'atmosphère du palais s'est adaptée au nouveau pouvoir. Avant même que Charles n'ait signé ses derniers documents officiels, les membres du personnel ont commencé à parler du roi, c'est-à-dire de William. Il ne s'agissait pas d'un manque de respect envers Charles, mais de l'intuition infaillible d'un système intrinsèquement fondé sur la continuité et la hiérarchie. Et dans ces changements de façon d'appeler les gens, j'ai aussi perçu la perte de statut de Camilla. Un titre qui avait toujours été intimement lié à la position de Charles perdait peu à peu de son importance. Je sentais le changement palpable comme si les murs mêmes de Buckingham Palace pressentaient à la fin de l'ère d'une certaine reine. J'ai commencé à me demander ce que l'on ressent lorsque le titre que l'on porte, que l'on a défendu pendant des années contre les critiques publiques et les préjugés historiques, ne nous est pas retiré par une cérémonie, mais disparaît simplement dans un moment de pouvoir qui nous échappe. Ces jours-là, en parcourant les différentes pièces, j'ai vu les officiers du protocole modifier le placement des invités. Les documents officiels être subtilement ajustés, l'agenda de Catherine étoffé et celui de Camilla mis en suspens. Personne ne l'a dit ouvertement, mais je le sentais dans cette politesse, ses priorités changeantes, la disparition des rituels discrets qui l'accompagnaient habituellement. C'était comme si la cour la déplaçait déjà avant même que la passation de pouvoir officiel ne soit achevée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'implacable logique de la monarchie. On peut remplir un rôle pendant des années, porter la couronne, accomplir ses devoirs publics avec dignité, mais si le titre n'est pas porté par le système, mais emprunté, il peut disparaître en un instant. Cette prise de conscience m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'y ai vu l'écho de moments historiques où des titres autrefois considérés comme des certitudes immuables se sont mués en souvenirs éphémères. Je me suis souvenu comment, à la mort d'Élisabeth, le statut de tant de personnes dont Camilla avait basculé en un instant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, cela s'est produit alors que tous étaient encore en vie, alors que chacun devait continuer à se croiser du regard lors de dîners, de réceptions et de réunions à huis clos, ce qui rendait le malaise d'autant plus palpable. Le rôle de Catherine devint de plus en plus évident durant cette période, tandis que celui de Camilla s'estompait. Il est étrange de voir un nom briller lentement tandis qu'un autre s'efface comme si l'on tamisait la lumière dans une pièce tandis que la suivante s'illuminait. Et pourtant, cela ne semblait pas forcé. La logique de la succession le rendait presque évident. Catherine avait toujours été la future reine la promesse, le visage de la génération suivante. Désormais, cette promesse était devenue réalité. Mais pour Camilla, cette même réalité signifiait que la place qu'elle occupait autrefois était désormais occupée par une autre, non pas parce qu'elle avait mal agi, mais parce que telle était la nature de son titre. Je me souviens avoir contemplé de vieux portraits accrochés dans les couloirs. Des reines qui n'avaient régné que sur une génération des reines qui avaient côtoyé le monarque sans pour autant occuper une place centrale dans l'institution. Elles étaient là, mais toujours en marge. Aucune d'elles n'était née avec le titre qu'elle portait. Tout comme Camilla. On se souvenait d'elle, mais elle n'était pas vénérée reconnue, mais pas au centre du pouvoir. Et soudain, j'ai compris que Camilla suivrait le même chemin. Son nom perdurerait, mais pas au premier plan. Ni sur le trône, ni dans les rituels, ni dans les futures cérémonies d'État où Catherine occuperait le devant de la scène. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la discrétion avec laquelle tout s'est déroulé. Aucune annonce officielle, aucune transition nette, aucune instruction formelle venue brusquement interrompre les événements. Tout a basculé par un simple changement d'attitude par la gravité nouvelle que William et Catherine ont insufflé. Et dans ce changement, j'ai senti le titre de Camilla s'effacer non par un drame, mais par une fatalité inévitable. À l'époque, je me demandais combien de fois le pouvoir n'est pas arraché mais dissous. Combien de fois une position disparaît non par conflit ou erreur, mais par la logique et le temps. Et si l'impact émotionnel n'est pas plus fort que lorsqu'on perd quelque chose ouvertement? Est-il plus facile de perdre un titre suite à une décision claire ou plus difficile lorsqu'il s'évapore sans que personne ne le dise ouvertement? Dès l'instant où j'ai compris que le titre de Camilla ne serait pas aboli par un simple décret, mais par un moyen à la fois plus subtil et plus cruel,
J'ai senti la monarchie déployer son arme la plus discrète et la plus puissante, l'art du démantèlement silencieux. Je l'avais déjà constaté dans d'autres contextes chez d'autres personnalités qui avaient jadis occupé une position importante avant de disparaître peu à peu de la scène publique sans qu'on le leur ait formellement ordonné. Mais avec Camilla, j'ai eu l'impression d'assister à une leçon sur le véritable fonctionnement du pouvoir, non par le bruit, mais par le silence, non par le conflit, mais par le retrait de l'attention. Et en étant témoin de ce processus, j'ai compris que c'est peut-être la manière la plus douloureuse pour un titre de disparaître. Dans les premiers jours qui ont suivi le changement de pouvoir, j'ai remarqué de petits signes qui, pris individuellement, semblaient insignifiants, mais qui ensemble formaient un schéma impossible à ignorer. Cela a commencé avec le programme des événements officiels. Alors que jusqu'à récemment, son nom figurait en bonne place aux côtés de celui de Charles, j'ai soudain vu apparaître des agendas ne mentionnant que William et Catherine, tantôt membres du conseil consultatif, tantôt représentante militaire, mais jamais Camilla. Non pas qu'elle ait été délibérément exclue, mais parce que le système s'était réformé sans laisser de place à son ancien rôle. J'ai constaté comment les menus, les rapports officiels et les documents internes avaient été subtilement réorganisés. Au début, cela passe inaperçu, puis on le remarque, puis on comprend son nom est toujours là. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont tout le monde au palais s'est adapté instinctivement. Personne n'avait reçu la consigne de s'adresser à elle différemment. Personne n'avait reçu de note de service interdisant d'utiliser son titre. Et pourtant, j'ai remarqué que le personnel même, ceux qui l'avaient servi fidèlement pendant des années, prononçaient désormais son nom avec plus de prudence, plus de neutralité, parfois même sans titre. Ce n'était pas hostile, mais devenu automatique. La monarchie est un organisme qui réagit instantanément au changement de hiérarchie et dans cette réaction, Camilla n'était plus considérée comme un élément central. Elle faisait partie de l'histoire mais plus du chapitre qui venait de s'ouvrir. Je me souviens d'une conversation avec l'un des intendants des uniformes, un homme qui travaillait au palais depuis des décennies et connaissait le protocole royal mieux que quiconque. Il soupira machinalement en triant des vêtements toujours prêts pour les cérémonies, les réceptions, les banquets d'État. « On n'en aura pas besoin avant un moment », murmura-t-il, non pas à mon intention, non pas comme une affirmation, mais comme un constat. Et à cet instant, je sentis se dessiner peu à peu la réalité qui attendait Camilla. Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa présence à des moments où elle aurait auparavant été au cœur du protocole. Je l'ai vue un jour marcher dans un couloir latéral un peu plus discrètement que d'habitude, comme si elle savait que les regards qui la suivaient autrefois étaient désormais ailleurs. Non par mépris, mais par un changement d'attitude. Elle ne baissait pas les yeux, elle conservait la même dignité qu'à l'ordinaire, mais il y avait une certaine retenue dans sa démarche. Comme si elle avait compris que le palais, qui pendant des années avait vécu à son rythme, avait désormais choisi une autre voie. Entre-temps, les médias ont commencé à spéculer, mais c'est le silence qui régnait au palais qui portait le véritable message. Aucun communiqué de presse, aucune description claire de son nouveau statut. Seulement la disparition douce mais inexorable des privilèges autrefois considérés comme acquis. La mention automatique de « Sa Majesté » s'estompe peu à peu des documents. Les patronages ne sont plus associés à son nom dans les communications internes. Des instructions discrètes sont données au personnel pour désormais privilégier Catherine. C'était comme une pluie fine dont on ne prend conscience qu'une fois trempé un processus non violent mais complet. Ce qui m'a à la fois fascinée et douloureuse, c'est que cette stratégie n'avait rien de nouveau. Je me suis souvenu des histoires d'Edward Witt et de Wallis Simpson qui, eux aussi, n'avaient pas été officiellement rétrogradés, mais plutôt marginalisés par un protocole discret. Diana, pendant des années, au centre de l'affection du public, a vu son titre de Altesse royale disparaître sans cérémonie, sans conflit, simplement par le silence. Et voilà que je voyais le même scénario se reproduire, une machine silencieuse à l'œuvre, sans un mot, mais avec un impact immense. Au fil des jours, j'ai commencé à comprendre que ce genre de démantèlement pouvait être plus difficile qu'une décision explicite. Lorsqu'une personne perd publiquement son titre, il y a au moins un moment de lucidité, une reconnaissance finale de ce qu'elle était. Mais lorsqu'un titre disparaît parce que le système continue de fonctionner sans vous, on a l'impression de se dissoudre lentement dans une structure dont on pensait faire partie. Je me suis demandé si Camilla elle-même ressentait cela, qu'elle n'était pas poussée du trône, mais que le trône lui échappait tout simplement. Et je n'arrêtais pas de me demander, est-ce la manière la plus douce ou la plus brutale de se débarrasser de quelqu'un ? Car qu'est-ce qui fait le plus mal, un titre retiré ou un titre qui disparaît sans que personne ne le dise ? Dès que les premiers articles ont paru au monde entier, j'ai senti le silence qui régnait au palais se transformer en un véritable ouragan. C'était comme si deux réalités s'entrechoquaient, le bouleversement silencieux que j'avais perçu de près et la réaction explosive du public avide d'un nouveau chapitre dans le drame royal. Ce qui se chuchotait à l'intérieur était désormais crié au grand jour. J'ai constaté comment les médias, toujours avides d'un scoop plus sensationnel, plus percutant, plus émouvant que le précédent, ont immédiatement eu recours à des termes proscrits, détrônés, limogés, éliminés.
La nuance, si précieusement conservée au sein du palais, s'est évanouie en quelques secondes dans le tourbillon numérique. La vitesse à laquelle la nouvelle s'est propagée était presque agressive. Moins d'1 heure après que les journalistes aient appris le changement de pouvoir, j'ai vu déferler sur les réseaux sociaux des vagues de messages qui s'amplifiaient, se déformaient et se transformaient, et les uns les autres prenant l'allure d'une épopée moderne plutôt que d'une réalité politique. Les hashtags ont explosé. Queen Catherine Garth Camilla na The New Monarchy. Des vidéos accompagnées d'une musique dramatique et d'images de Diana ont été partagées en masse, comme si l'histoire se réécrivait en direct. J'ai vu apparaître des compilations où des images de Camilla étaient juxtaposées à des extraits intimes de Diana, suivis du sourire serein de Catherine. C'était comme si Internet lui-même redistribuait les couronnes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle la position de Camilla a été perçue comme une perte, une rétrogradation, une punition. Bien que personne n'ait officiellement annoncé sa détrônement, le mot était à la une de tous les journaux en quelques minutes. J'ai senti l'opinion publique se détacher de la réalité constitutionnelle pour privilégier un récit émotionnel, un récit plus captivant, plus simple et surtout infiniment facile à partager. La nuance liée à la perte automatique des titres lors de l'abdication d'un monarque a été éclipsée par le poids émotionnel de l'idée qu'elle perdait quelque chose. Aux yeux du monde, elle ne perdait pas seulement un titre, elle perdait une bataille qui faisait rage depuis des décennies. J'ai observé comment les journaux et les tabloïds, toujours passés maîtres dans l'art de capter les émotions collectives, ont exploité ce moment pour amplifier encore davantage l'histoire. Des titres comme « Camilla délaissée au profit d'une vraie reine » et « L'héritage de Diana restauré » ont surgi presque aussitôt. C'était comme si les médias ravivaient la tension vieille de plusieurs années entre l'image de Diana et la réalité de Camilla, mais cette fois avec Catherine comme héritière silencieuse de sentiments qui ne s'étaient jamais éteints. Je pouvais presque sentir de vieilles blessures de société se rouvrir non pas par volonté, mais parce que l'histoire se formait spontanément. Les réactions du public étaient loin d'être unanimes. J'ai constaté de l'admiration et du soulagement chez ceux qui estimaient que Catherine se voyait enfin confier le rôle central qu'elle méritait. Notamment auprès des jeunes générations, l'image de Catherine véhiculait celle d'une reine moderne et tournée vers l'avenir qui apporterait un regard neuf sur la monarchie. Mais Camilla était aussi farouchement défendue. Certains estimaient que ses années de loyauté, son dévouement et son évolution personnelle étaient désormais injustement ignorées. Les discussions dégénéraient parfois en accusations. Des accusations qui, il faut le préciser, n'avaient rien à voir avec la réalité officielle, mais tout à voir avec les émotions profondément ancrées autour de la famille royale. Ce qui m'a stupéfié, c'est la rapidité avec laquelle les podcasts, les chaînes YouTube et les influenceurs ont publié leurs analyses. Le soir même, j'ai vu apparaître des vignettes avec des titres comme « La chute de Camilla »,« Pourquoi Guillaume ne l'a jamais voulu comme reine » et « La bataille des deux maisons royales ». Ces articles ont cumulé des millions de vues, non pas grâce à leur exactitude, mais parce qu'ils ont touché une corde sensible. J'ai constaté comment une transition constitutionnelle complexe et nuancée a été transformée en un récit axé sur la rivalité, la vengeance, la réparation et le symbolisme. Et pourtant, au milieu de cette tempête médiatique, le palais lui-même est resté silencieux. Ce silence était un choix délibéré, je le savais. La monarchie sait que chaque mot qu'elle prononce a une portée plus grande qu'elle ne le pense. La stratégie était claire, ne rien dire, tout révéler à travers des images de William et Catherine rayonnant de calme, de continuité et de stabilité. J'ai vu circuler des photos d'eux lors de nouvelles réunions de visites, de signatures, d'autographes, des images qui, avec une précision chirurgicale, véhiculaient un message, un nouveau chapitre s'ouvre. Mais ce même silence fut interprété par les médias comme une confirmation. Chaque absence de Camilla était perçue comme une preuve de rejet. Chaque publication ne montrant que William et Catherine était considérée comme une suppression symbolique. Et même si je savais qu'il s'agissait d'une interprétation erronée, je ressentais aussi l'impuissance d'une institution face à la rapidité et à la force émotionnelle de la communication moderne. Ce qui m'a peut-être le plus intrigué, c'est le rôle de la mémoire collective nationale. Combien de personnes ont comparé cette situation à des moments qu'elles n'avaient jamais vécus personnellement, mais qui étaient devenus partie intégrante de leur identité à travers des récits, des documentaires et la culture populaire. Le fantôme de Diana planait sur chaque discussion. Son absence était redevenue une présence. Et Camilla, qui, malgré tous ses efforts pour construire sa propre histoire, était une fois de plus réduite à un seul rôle, celui de la femme qui s'était tenue face à Diana, même longtemps après que la réalité ait changé. Dans les jours qui suivirent, je me suis demandé à maintes reprises comment une société détermine-t-elle qui est la vraie reine. Est-ce le titre que porte une personne ou celui que le public lui attribue? Et que se passe-t-il lorsque les deux ne correspondent plus du tout?
Dès l'instant où j'ai compris à quel point le changement de pouvoir allait profondément ébranler la famille, j'ai commencé à me concentrer non seulement sur ce qui arrivait à Camilla, mais surtout sur les tensions qui couvaient en coulisses. Le monde extérieur ne voyait que 2 nouveaux visages au centre du trône, Guillaume et Catherine, et une femme qui s'effaçait peu à peu. Mais j'étais assez proche pour sentir les fissures, entendre les murmures, remarquer les regards tendus qui révélaient quelque chose qu'aucun communiqué officiel ne mentionnerait jamais. J'ai vu comment chaque membre de la famille cherchait sa propre voie dans cette nouvelle ère et comment ces voix se croisaient, parfois s'opposaient, parfois mais révélaient surtout la véritable complexité humaine de la monarchie. Ce qui m'a frappé en premier, c'est la réaction de Charles, ou plutôt son absence de réaction. L'ancien monarque gardait une apparence de calme, mais son silence était lourd d'un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il avait toujours été un homme qui laissait subtilement mais clairement transparaître ses émotions dans son comportement, un mouvement nerveux de la main, un bref froncement de sourcils, un regard prolongé vers le sol. Mais à présent, il semblait presque figé comme s'il se retenait de laisser éclater sa colère en public. Pourtant, je sentais quelque chose sous ce calme apparent, une tension, une douleur inexprimée. Car même si Charles s'était officiellement retiré, il restait un mari. Et il était impossible de ne pas voir que le statut de Camilla avait un impact personnel sur lui. Je l'ai surtout remarqué dans la façon dont il l'observait lors de plusieurs réunions privées. Son regard était devenu plus doux, plus attentif, plus protecteur que jamais. Et je sentais le malaise que cela causait au reste de la famille. Car William était désormais roi, Catherine reine, et la hiérarchie ne laissait aucune place à une figure d'ombre du monarque précédent. Encore moins à un conflit entre loyauté personnelle et ordre institutionnel. Pourtant, cette tension planait comme de l'électricité statique, prête à s'embraser. Je me demandais si Charles ne se demandait pas s'il ne lésait pas sa femme en la plaçant dans cette situation, s'il ne revivait pas des moments où il aurait dû la protéger, plutôt la défendre plus tôt. Cela restait inexprimé, mais c'était dans sa posture, dans son silence, dans la façon dont il lui tenait la main, un instant de plus qu'auparavant. D'un autre côté, je percevais chez William un mélange de détermination et de malaise. Il savait que son nouveau rôle exigeait une clarté absolue, une hiérarchie sans ambiguïté, ce qui impliquait que Camilla ne pouvait plus être au centre de l'attention. Parallèlement, je décelais parfois une pointe de culpabilité dans son regard. Non pas parce qu'il lui faisait du mal, mais parce que les circonstances la maltraitaient. Il savait que le public l'applaudirait pour cela. Il savait que le symbole de Catherine comme reine gagnerait en popularité. Mais il savait aussi que cette décision aussi délicate fût-elle briser une femme qui n'avait jamais vécu par pure ambition, mais par amour, par instinct de survie et par sens du devoir. Catherine elle-même agissait avec un mélange de professionnalisme et de prudence. Elle savait que la couronne exigeait son rôle, mais j'ai perçu à quel point elle était consciente que son ascension coïncidait avec la disparition d'une autre femme. Sa présence devint plus importante, plus visible, plus rayonnante encore aux yeux du public et pourtant elle restait remarquablement prudente dans ses interactions. On aurait presque dit qu'elle ne voulait pas aller trop vite, qu'elle ne voulait pas briller de trop près de peur, de donner inutilement l'impression de supplanter Camilla. Pourtant, il était inévitable que ce soit ainsi que cela soit perçu, par le public, par les médias et peut-être même par certains membres du palais. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la réaction de Camilla elle-même, ou plutôt son absence de réaction telle qu'on l'aurait attendue à sa place. Je n'ai perçu ni retraite théâtrale, ni protestation manifeste, ni regard noir, ni larmes retenues. J'ai vu une femme qui comprenait que la monarchie transcende les sentiments personnels. Mais j'ai aussi senti qu'elle luttait pour préserver sa dignité, non par orgueil, mais par instinct de survie. Elle savait que ses patronages passeraient à Catherine, que les privilèges autrefois considérés comme acquis disparaîtraient, que son rôle s'estomperait comme celui de tant d'autres épouses avant elle. Et pourtant, elle se déplaçait dans le palais avec un calme qui m'a surprise. Un calme qui était peut-être son dernier souffle de maîtrise. Les risques de cette transition étaient souvent évoqués en coulisses, non pas à voix haute, mais à voix basse, derrière des portes entr'ouvertes. Certains craignaient que Charles, dans son nouveau rôle d'ancien roi, ne devienne une source de résistance interne si Camilla était trop visiblement marginalisée. D'autres évoquaient la possibilité d'un changement d'opinion publique, notamment parmi les générations plus âgées qui avaient fini par l'admirer. Mais la principale préoccupation que j'ai entendue était que la monarchie entrait dans une nouvelle ère sur des fondements fragiles où la loyauté, le passé et l'avenir s'entrechoquaient. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la vulnérabilité de la famille face aux interprétations, aux émotions et aux histoires personnelles en dehors de tout pouvoir officiel. Car si la couronne est juridiquement incontestable, les sentiments, eux, ne le sont jamais. Et si l'histoire décrira plus tard cette transition comme harmonieuse, ordonnée et solennelle, j'ai perçu tout autre chose, une série de bouleversements sous-jacents dont les répercussions se feraient sentir pendant des années. Je me demandais en silence combien de fois le pouvoir est-il menacé non par des ennemis extérieurs mais par des sentiments intérieurs.
Combien de fois le véritable danger réside-t-il, non pas dans les structures politiques, mais dans les relations humaines ?